Tu penses que le trail, c'est le même sport partout, une paire de chaussures, une montagne et ça roule? Eh bien, pas du tout. Entre l'Europe et les États-Unis, comme bien souvent, c'est deux mondes qui s'opposent. Ambiance, terrain, style de course, coureur, c'est deux vibes totalement différentes. Et c'est justement ça que j'adore, ce filtre culturel qu'on est venu mettre sur le même sport. Alors aujourd'hui, je te partage les 5 vraies différences entre le trail en France, en Europe et aux États-Unis. Et reste bien jusqu'à la fin parce que je te donnerai mon avis perso sur les deux cultures et peut-être que ça t'aidera à choisir ton prochain gros objectif. Mais avant d'explorer les différences, un petit peu d'histoire. Je sais pas si on peut attribuer la paternité d'une activité qui consiste à aller courir en nature, mais il semblerait que le trail, ou en tout cas l'ultra tel qu'on le connaît aujourd'hui, nous provienne des États-Unis et plus particulièrement de la western. J'en parlerai un peu plus en détail dans une prochaine vidéo, mais il semblerait que Gordy Ainsleigh, le créateur entre guillemets de la western, devait faire une course de 100 miles à cheval. Je te la fais courte, mais en gros, son cheval tombe malade. C'est bien mal connaître notre Gordy Ainsleigh qui décide de la faire à pied. Bim, l'Ultra Trail est né. Et il finit par s'exporter en France et en Europe dans les années 90. C'est les fondateurs de ce qui deviendra le Festival des Templiers qui, lors d'un voyage aux États-Unis, ont découvert l'Ultra et se sont dit qu'ils devaient absolument le ramener en France. Tombés sous le charme des épreuves d'ultra américaines, ils décident de le ramener au pays et évidemment d'y apporter leur filtre culturel. Ce qu'eux, ils ont envie de faire, s'adapter à leur environnement. Et c'est comme ça que l'ultra naît en France. Et même si le trail se mondialise et que les deux mondes tendent à se rejoindre, il reste quand même des différences fondamentales qui en font toute la beauté. Mais avant de rentrer dans le dur, pense à liker la vidéo, t'abonner et à activer la petite cloche des notifications. En vrai, ça m'aide de fou pour faire grandir la chaîne et c'est ce qui va me permettre de te proposer encore plus de contenu trail. Différence numéro 1, la culture. Aux États-Unis, le trail a un peu ce truc de contre-culture comme peuvent l'avoir le skate, le surf. C'est un sport qui a longtemps été un rassemblement de ce qu'ils appellent les dirtbags. Des hippies, des mecs qui dorment dans des vannes au pied des sentiers pour ensuite partir courir toute la journée en montagne. De cet héritage-là, dans les anciens coureurs, on pense notamment à Scott Jurek, Anton Kuprika, Timothy Olson. C'est un truc de marginal un peu qui s'est construit en opposition à toute la vibe dans les années 80 aux États-Unis du fitness, au culte du corps et à tous les sports plus mainstream aux États-Unis que sont le basket, le baseball, le football américain. Et même si ça évolue et que le trail se mondialise, on observe encore ce truc un peu différent aux États-Unis par rapport à l'Europe, à une époque où on normalise un peu les longues distances, où c'est devenu normal de faire un 80 km, 100 km, voire un 170 km, les Américains, en contre-culture, toujours, ils sont allés encore l'étape du dessus. Chez eux, le 200 miles, c'est le nouveau 100 miles. 200 miles, je te parle de courses qui font plus de 400 km. Les nouvelles courses qui font parler, c'est Moab 240, Cocodona 250, donc 240 miles et 250 miles, et qui attire justement le même type de personnes que le trail attirait dans les années 90-2000, un peu ces rebelles. Je pense notamment à Max Jolliffe, Michael Ferstig, qui sont sponsors par Satisfy, Jeff Browning, qui est un coureur vraiment à l'ancienne, qui a fait je sais plus combien de dizaines de 100 miles et qui maintenant est passé au-dessus. Et il y a encore ce truc de un peu de puriste, de romantique qu'on n'a pas trop chez nous. Parce qu'en Europe, l'ultra, ça nous vient un peu plus des raids multisports, des raids aventure et un peu du VTT. Il y a un esprit aventure qui est certes présent, mais le développement du sport ces 15-20 dernières années, il s'est fait en grande partie sur la renommée et la notoriété de Kylian Jornet et de l'UTMB, avec une iconographie autour de la performance, des records, de la confrontation. Et le trail a globalement délaissé son esprit d'aventure pour aller plus vers la professionnalisation. Et de ce point de vue-là, c'est sûr, l'Europe est le moteur mondial. Cette différence de culture, elle est aussi influencée par le terrain. C'est la deuxième différence majeure. Montagne versus désert. Tu l'auras remarqué, le trail, c'est un sport outdoor qui est forcément influencé par le terrain que tu as à proximité. Et c'est aussi ça qui en fait la beauté, je trouve, c'est que les coureurs sont façonnés par leur environnement. En Europe, et particulièrement en France, on a une densité d'habitants qui est assez importante. Même en montagne, les villages et les villes sont nombreuses et on est rarement très isolé. Par contre, c'est très raide et nos courses ont souvent des gros ratios de dénivelé par rapport au kilomètre. Chose qu'ils ont rarement aux États-Unis, mis à part dans le Colorado et tout ce qu'il y a autour de la hard rock, les terrains aux États-Unis sont plutôt roulants. Les ratios sont globalement plus faibles. Faut savoir qu'aussi aux États-Unis, le trail, c'est plutôt un sport de la côte ouest, même s'il y en a évidemment côte est, mais c'est plutôt un sport de la côte ouest. Et la côte ouest, dans le trail, c'est la Californie, l'Utah, l'Arizona. Et ce sont des États qui sont assez désertiques avec des terrains plutôt roulants, mais par contre des conditions qui sont assez compliquées, de la chaleur, de l'air qui est très sec. J'en ai fait l'expérience à Black Canyon. La météo de l'iPhone m'annonçait 20 degrés. Je me suis dit, bon, 20 degrés, niveau chaleur, ça passe. Mais en fait, l'air est tellement sec que tu as vite un ressenti qui est beaucoup plus élevé. C'est des conditions qui sont plus compliquées à gérer.
Différence numéro 3, l'ambiance sur les courses. En France et en Europe, les courses sont très organisées. Et là aussi, on sent l'influence de l'UTMB. Mais aussi d'autres événements qui façonnent le sport français, comme par exemple le Tour de France. Il y a beaucoup de public, on fait un salon pour pouvoir vendre des produits, il y a de la musique, des animations, des sponsors, une finish line de fou. Il y a aussi de nombreuses courses qui proposent plusieurs distances réparties sur plusieurs jours et qui deviennent des vrais festivals de trail. Ça aussi, c'est très influencé par l'UTMB. Mais il y a aussi la Maxi Race, les Templiers, la Saint-Élion qui font la même chose. L'ambiance est, je trouve, comme au Tour de France, très orientée vers les élites et leur suivi. On a même maintenant des lives qui suivent la tête de course. Alors qu'aux États-Unis, même si ça tend une fois de plus à se mondialiser, bah, c'est encore très différent et leurs courses mythiques ont encore qu'un seul format. Par exemple, Leadville Hard Rock Western, un seul format de course, une seule course, le 100 miles, rien d'autre. Et pour être plus précis, c'est pas tellement un format de course. Eux, ils appellent pas ça une race, ils appellent ça un run. Et même si c'est peut-être juste de la sémantique, en fait, pour eux, c'est important. Ça veut dire qu'ils privilégient d'abord l'expérience collective plutôt que la compétition. Deux exemples pour illustrer ça sur la western. Le premier, c'est la Golden Hour. Pour finir la western, tu dois arriver avant 30 heures. Et la Golden Hour, c'est de 29 heures à 30 heures. Donc la Golden Hour, ça met en avant les gens qui finissent le run entre 29 et 30 heures. C'est les derniers à être considérés comme des finishers. Et c'est le moment où les premiers, les gagnants de la course, enfin les gagnants du run, reviennent pour encourager les derniers, célébrer ça tous ensemble et partager les émotions qui vont avec. Et le deuxième exemple sur la western, c'est qu'il y a plus de bénévoles que de coureurs. Alors c'est en grande partie à cause de restrictions qui empêchent l'organisation d'avoir plus de coureurs. En fait, il y a une partie de la course qui est dans un parc national et qui du coup limite la participation à 369 coureurs. Mais c'est aussi témoin de l'énorme engouement qu'il y a autour de cette course et de la manière dont les gens ont envie de participer d'un point de vue communautaire. Différence numéro 4, les exigences réglementaires et le matériel obligatoire. Et je crois que c'est sur ce point-là que les deux mondes diffèrent le plus. En France, tu as la fameuse liste du matériel obligatoire qui est longue comme le bras. Alors oui, en Europe, quand on est en montagne, la météo peut changer vite, on peut se retrouver en haut d'un col, un orage arriver, la météo tourner, il faut pouvoir se mettre en condition de sécurité. Mais quand tu vas faire un 40 km, qu'ils annoncent beau toute la journée, que la barrière horaire est à 18 heures et que la liste du matériel obligatoire t'oblige à partir avec une veste de pluie, un pantalon de pluie et une frontale, moi je comprends pas. Peut-être qu'un peu plus de bon sens serait pas mal, mais bon, en France et en Europe, on a aussi une vision du trail qui est autour de la semi-autonomie, et ça c'est vraiment une différence aussi avec les États-Unis. Les ravitaillements sont souvent espacés en termes de temps, comme on disait, bah, les terrains sont plus techniques, plus raides, et du coup, bah, quand il y a 10 km à faire avec 1000 mètres à passer, on peut vite y mettre beaucoup de temps. Donc il y a vraiment une vision de semi-autonomie qui est très présente en France. Donc ça nécessite quand même d'avoir un peu de matos entre les deux ravitaillements pour être bien. Du côté des US, par contre, c'est l'extrême opposé. Il y a souvent zéro matériel obligatoire. Tu peux littéralement partir en slip sur un 100 km. Par contre, tu as des ravitaillements toutes les heures. Pour les premiers, c'est toutes les 45 minutes. Moi, à Black Canyon, j'avais un ravitaillement quasiment toutes les heures. Il y en avait que deux qui étaient espacés d'à peu près 1 heure et demie. Mais forcément, ça t'aide à partir léger. Moi, j'ai fait 60 km avec juste une ceinture. Après, ils sont pas complètement idiots non plus. Et sur Cocodona 250, qui est une course qui fait quand même plus de 400 km, là, il y a une liste de matériel obligatoire à avoir. Mais c'est quand même deux visions différentes. En France, on estime qu'avoir le matériel, ça te met en sécurité. Alors qu'aux États-Unis, on laisse la liberté individuelle aux personnes de définir de quel matériel elles ont besoin et quel matériel elles savent utiliser pour être en sécurité. Parce qu'en France, j'en ai vu, hein, des coureurs craquer des couvertures de survie et pas savoir de quel côté la mettre. J'en ai vu sur des courses. Aux États-Unis, pour la sécurité, ils jouent aussi avec l'accompagnement. Ils ont un truc que nous, on n'a que très très peu en France. Il y a quelques courses qui le font, mais c'est très très rare. Et c'est des pacers. Un pacer, c'est quelqu'un qui peut t'accompagner sur toute ou partie de ta course. Il est là pour te donner le rythme, d'où son nom, pacer, mais il est aussi là pour faire en sorte que tu sois en sécurité, que tu t'hydrates bien, que tu t'alimentes bien et que tu te perdes pas. Ça, c'est important parce qu'à la fin d'une course, tu peux ne pas être très lucide, mais c'est aussi pour avoir cette notion de partage et de partager le run avec quelqu'un. Parce que franchement, je pense que si à Black Canyon, j'avais eu un pacer sur les 20 derniers kilomètres, ça m'aurait évité quand même de marcher une bonne partie du temps, alors qu'en fait après j'ai pu recourir. J'aurais peut-être pu me réhydrater plus rapidement, remanger plus rapidement, et j'aurais peut-être gagné, franchement, je pense que j'aurais gagné entre 45 minutes et 1 heure facile.
5e et dernier point, leurs coureurs. Et ça, c'est un truc qui me fascine, c'est de voir à quel point leur culture et leur environnement a façonné des coureurs qui sont vraiment différents des nôtres. Et tu vois, là, d'un coup, ça m'excite un peu. Je pense pas qu'on puisse dire que d'un côté, ils soient meilleurs et que de l'autre, il y ait des plus grands champions. Je pense que vraiment, les deux mondes ont des trucs incroyables à proposer. Comme je te disais, la culture US, elle est différente. Et les terrains sont différents. Du coup, on a tendance à avoir des coureurs américains qui sont très à l'aise quand c'est roulant et peu techniques, des vrais gros coureurs. Et c'est aussi parce qu'ils ont un héritage athlétisme et cross-country qui est un peu plus important que le nôtre. Et ça, c'est dû à leur système scolaire qui leur permet de financer des études via un sport. Du coup, il y a beaucoup d'athlètes américains qui viennent de l'université et qui ont fait de l'athlé et du cross-country. Ça en fait des coureurs qui sont hyper forts avec des gros chronos sur route. Il me semble que Jim Hemsley vaut quelque chose comme 1h04 au semi. Il y a beaucoup de coureurs qui courent sous les 29 minutes aux 10 km. Alors qu'en France, historiquement, nos coureurs sont plutôt des montagnards ou des aventuriers. Et ça, c'est dû à notre environnement, avec nos montagnes qui sont un petit peu différentes des montagnes américaines. Et surtout, comme je le disais au début, de notre histoire. Chez nous, le trail a un fort héritage aventure, montagne, raid multisport, et la plupart de nos coureurs viennent de là. Nos coureurs, ils aiment quand c'est technique, quand c'est raid, quand il faut bâtonner. François Daen, Ludo Pomeray, Aurélien Dunant-Palaz, Xavier Thévenard, tout ça, c'est des gens qui aiment la montagne et qui aiment quand c'est raid. Et cette génération a cet héritage-là. Les jeunes, en revanche, ont une culture perf qui est un peu plus marquée, forcément. Ils ont grandi avec Kylian Jornet, et les exploits de François Daen, etc. Et cette culture un peu plus mondialisée qui est arrivée dans le trail en 2015-2016. Et cette génération-là, ils se sont professionnalisés, structurés de manière beaucoup plus rapide. Je pense notamment à Baptiste Chassagne, Arthur Joyeux-Bouillon, Antoine Charvolin. On peut aussi citer Mathieu Delpeuch. Et ça en fait des coureurs qui doivent être plus rapides. Et comme on voit les Américains qui arrivent en Europe avec des grosses qualités de vitesse et qui arrivent du coup comme Jim l'année dernière ou il y a 2 ans à gagner l'UTMB, bah, du coup ça fait que nos coureurs français sont obligés d'aller chercher chez les Américains ces qualités de coureurs et de vitesse. Tu l'as compris, je trouve ça passionnant, je pourrais en parler pendant des heures. Mais ce qui est super, c'est que le trail se mondialise et que les frontières deviennent floues. On le voit avec la victoire de Jim à l'UTMB et les dominations chez les filles de Courtney Dauwalter ou Katy Scheid, mais aussi avec la domination française sur la hard rock où depuis quelques années c'est quasiment systématiquement des coureurs français qui vont gagner là-bas, même si c'est peut-être la plus européenne des courses américaines. Je pense aussi qu'on va le voir aux mondiaux de trail à Canfranc en septembre. C'est aussi pour ça que ça m'intéresse de parler de trail américain en juin et puis un peu cet été parce que je pense qu'aux mondiaux, les Français vont devoir être très forts pour conserver leur titre. Les Américains ont annoncé une sélection de fous furieux, notamment sur trail long avec Katy Scheid, Jennifer Lichter, Jim Hemsley, Caleb Olson, Zach Miller. C'est plus une équipe, c'est les Avengers. Donc il va falloir que nos Français soient solides, même si ça, j'en doute pas, on a la meilleure équipe du monde.